Nous avons accueilli avec un bonheur immense cette invitation que nous a faite le Parc national de la Guadeloupe de participer avec eux à une grande manifestation sur plusieurs jours où nous allions parler justement de comment on a donné des noms guadeloupéens, comment les Guadeloupéens esclaves, on peut les retrouver, comment est-ce qu'on peut s'affilier à eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon association, le CM98, a fait une conférence sur l'origine des noms des Guadeloupéens. Comment est-ce que les Guadeloupéens ont reçu des noms de famille? Je commence donc avec ma association. Son nom, c'est le Comité Marche du 23 mai 1998. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une marche en 98, le 23 mai. Nous avons proposé à l'époque une marche silencieuse pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite négrière et de l'esclavage colonial. Et en fait, quand on est venu nous demander combien de personnes on attendait pour organiser la sécurité, on a dit, bon, s'il y a 1500 personnes, on est heureux. Les mêmes personnes nous ont dit qu'il y avait 40 000 personnes qui défilaient pour penser à leurs parents qui ont vécu l'esclavage. Alors là, il y a un mot d'ordre qui a été scandé très vite, nous sommes tous des filles et fils d'esclaves. En fait, la question qu'on a envie de leur poser, est-ce que vous connaissiez ces parents pour lesquels vous avez défilé? Ben, évidemment, non. Et ce que l'on sait moins, à mon avis, c'est qu'en Afrique, il y a des peuples, il y a des royaumes, il y a des empires qui existent. Et comme en Europe, qui se font la guerre. Il y a des royaumes qui sont forts, qui vont envahir des royaumes qui sont plus faibles, vont prendre leurs prisonniers, vont garder une partie pour eux, pour se développer. Et comme il y a une demande d'achat de captifs, ils vont vendre à l'Europe. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris, à mon avis, l'essentiel sur la question de la traite négrière. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Et c'est comme ça que la traite négrière s'organise, et c'est comme ça que les nouvelles frontières africaines se créent, et c'est comme ça que nos pays vont être peuplés. Les Africains qui deviennent ne sont plus des Africains, parce qu'ils ne peuvent plus vivre leur culture. Ils ne se comprennent même pas, parce qu'on les prend de différents peuples. Donc ils font un mélange, ils font une nouvelle société. Les Indiens vont arriver à apporter leur contribution, les Libanais vont apporter la leur par la suite. Vous voyez très bien que c'est une composition qui va se faire, c'est un nouveau peuple qui va émerger, dont l'élément fondamental, c'est l'esclavage. Vous ne trouverez aucun nom d'esclave avant 1948 dans l'état civil. On n'a pas d'état civil, on est des biens meubles. Article 44 du Code noir. On peut être acheté, on peut être vendu. Et à partir de 1839, donc très tardivement, moins de 10 ans avant l'abolition, on leur donne le numéro de matricule par commune, puisqu'on a demandé aux propriétaires de déclarer tous leurs esclaves. Parce qu'ils payaient des impôts par tête d'esclaves. On leur a dit, attention, on va abolir l'esclavage, vous serez indemnisés par rapport à votre nombre d'esclaves. Alors la question c'est, d'où viennent nos noms de famille? La France, effectivement, est une puissance coloniale, mais dans la France, il y a des révolutionnaires. Ils font une révolution en février 1848 à Paris, et ils vont déclarer l'abolition de l'esclavage. Et surtout, ils vont dire que les nouveaux libres peuvent voter. Mais comment vous allez voter? Vous n'avez pas de nom. Donc, le 13 mars 1848, c'est là que va se décider de donner des noms aux esclaves et donc aux Guadeloupéens. L'idée, c'est que quand il y a un métis qui naît, quel nom on lui donne? Si les parents ne sont pas d'accord, on fait quoi? Ils avaient prévu ça qu'ils appellent la caste. La caste, c'est tu es mulâtre, tu es blanc, tu es noir. En gros, c'est ta catégorie, où est-ce qu'on te case. Aucune déclaration ne pourra donner des noms connus pour appartenir à une famille existante. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de nom des blancs. Sauf, c'est marqué, si tout le monde est d'accord. Mais vous savez, il y a un propriétaire d'esclaves, Botro Roussel de Bonneterre, alors son nom est devenu après Roussel Bonneterre, qui a un enfant avec son esclave. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Et il faut donner un nom à l'esclave. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait. Il a pris Sel, il a pris Bonne, et c'est comme ça qu'il y a la famille Selbonne. Mais vous connaissez mieux. Mathurin. Ils ont enlevé le 1, donc Mathure. Ils ont interverti les lettres de mots pris au hasard, et vous avez Thuram. Et tous ces noms sont dans les registres qu'on appelle registre des nouveaux libres, ou registre d'individualité, qui ont été établis
après l'abolition de l'esclavage. On a dépouillé tous ces actes. On a créé un choucage. Et puis simplement, il suffit de taper son nom ici. Hein. J'ai pris un nom au hasard au Gordien. On voit un qui est à Marie-Galante, on voit un qui est à Mornalo, un qui est à Gaumont en Martinique. Ça veut dire que quand vous allez chercher sur un choucage, il faut que vous sachiez quelle est la bonne commune de vos aïeux, n'est-ce pas, M. Absalom? Oui, parce qu'il y a par exemple des gens qui nous disent « Ah, mais c'est ma mère me dit « Ah non, nous sommes de Capesterre. » Évidemment, oui, 2 générations, c'est Capesterre. Sauf que c'est à Goubert qu'ils ont été nommés, ils étaient esclaves. On veut connaître encore mieux les esclaves. Et là, on va s'appuyer sur des actes notariés. Que nous disent les actes notariés? Voilà ce qu'ils nous disent. On peut avoir des contrats de mariage. Il y a des actes de location, des actes de vente, des actes d'affranchissement, des testaments. Et oui, quand il y a un testament, l'esclave étant un bien meuble, c'est marqué dans l'acte notarié, j'ai vendu tant d'esclaves. L'ethnie d'origine, l'état de santé. On pouvait connaître le caractère physique ou moral. On pouvait connaître le lien familial, son métier, sa situation et son prix. J'ai trouvé le prix de mes parents du côté de ma mère. On trouvait aussi le nom du propriétaire, le nom de l'habitation, la situation. Je vous montre un exemple d'acte notarié pour que vous compreniez ce qui est écrit dans ces actes notariés. Négresse faisant partie des esclaves envoyés sous l'habitation le 10 décembre 1828. Marguerite Ibo. Ibo, c'est une ethnie qu'on trouve aujourd'hui beaucoup au Nigeria. Paraissant âgée de 55 ans, ayant des hémorroïdes ulcéreuses. Jani Nago. Nago, c'est les Yoruba. Nago, elle est asthmatique. Elle paraît âgée de 48 ans. Négresse faisant partie des esclaves provenant du bateau Jaloux. Vous voyez, donc, on peut avoir plein d'éléments. Le bateau est arrivé, on peut avoir plein d'éléments. On a acheté les actes notariés, justement, pour essayer de dépouiller tout ça et d'essayer de voir comment on peut faire une grosse base de données. J'espère que ça vous a été utile. Maintenant, à vous la parole. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez avoir trouvé tous les noms d'esclaves ou non? Et du coup, quelle est la raison en fait que certains noms restent encore inconnus? Et une deuxième question, est-ce que des recherches ont été faites à votre niveau par rapport aux îles, notamment comme la Désirade? La Désirade, oui, on a la Désirade. Hein. Mais ce qu'on a compris à la Désirade, c'est que l'officier d'état civil aimait beaucoup tout ce qui était les roches et la géologie. Tous les noms ont des noms améthyste, roche, pierre, il y a des noms comme ça qui sont autour de la roche et de la pierre. Il n'y a pas assez de nos historiens qui s'occupent de ces questions-là. Je parle des nouveaux, les anciens ont fait un travail important de défrichage de tout ça. Alors maintenant, ce n'est pas vrai ce que je dis parce que je prends le cas de Frédéric Réjean, par exemple, qui a 5 étudiants en master et qui travaillent sur la nomination. Vous voyez que ça commence et je pense que ça va aller de plus en plus. Et on est assez content de ça parce que ça nous intéresse, nous, que des chercheurs nous donnent plus d'éléments pour qu'on comprenne notre société, pour que nous nous comprenions, nous, mieux. Quand on ne trouve pas un nom, ça veut dire 3 choses. La première chose, c'est que c'est tellement mal écrit qu'on n'a pas compris. Et d'ailleurs, on vous fera tous lire, vous ne comprendrez pas. Mais il y a une série de noms qu'on a dans la Petit Canal, par exemple. Il y a des points d'interrogation. On a des prénoms, on a des matricules, il y a un point d'interrogation à côté du nom. Il y a une liste qu'on a trouvée, je ne sais plus, je crois que c'est Mornalo. Il y a un tas de gens, il y a marqué 100 noms avec un prénom et un numéro de matricule. D'accord? Il y a un nom qui est marqué, il y a une tache d'encre. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est la tenue du registre qui fait que. La deuxième raison, c'est que s'il n'y a pas le nom, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a été nommé après l'abolition, qui a été nommé avant. Donc on peut retrouver son nom avant. D'accord? C'est ça les deux éléments principaux. D'accord? Et le troisième élément aussi qu'on a, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 8 villes pour lesquelles il n'y a pas de registre. On est en train de faire un travail pour tenter de les reconstruire. On a une méthode. C'est en cours, on n'a pas fini, c'est très compliqué, il nous faut beaucoup de moyens, beaucoup de temps. On a, par exemple, je vais vous donner un exemple, la ville de Bémao. Bémao, quand vous allez dans les archives, vous allez trouver 4 noms. Un registre qui est de 60 à 61, 1860 à 61. Il n'y a rien d'autre. Disparu. Eh bien nous, on a fait un travail de reconstitution, on a à peu près 1850 noms aujourd'hui pour Bémao. L'important, ce n'est pas le nom que tu vas retrouver au Danemark, en Chine, en Suède. L'important, c'est quel est le processus de nomination. Il faut pas mon nom. Plein de monde pour bailler nom mêlé. La ville d'Anse-Bertrand, c'est la ville où il y a le plus de noms anagrammes. Anagramme, c'est quand on met les mots à l'envers et tout. Il y en a 82%. Frédéric Cessiré, d'ailleurs, par exemple. Et donc, il n'est pas exclu que l'officier qui soit venu donne son nom. Il vient, il voit des gens, il donne des noms. Bon, toi, celui-là, bon, allez, c'est tout, c'est fini. Après, t'as là, c'est tout, c'est fini.
Tu vois, il y a plein de noms comme ça qui ont donné des noms d'opportunités. Ce qu'il faut retenir, c'est le principe. C'est donner des noms de l'histoire ancienne et du calendrier, forcément à consonance française, ou alors donner des noms que tu as composés, etc. Et il ne fallait pas donner les noms des familles existantes, les noms des maîtres. Comme aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, les noms des maîtres, souvent, il y a Son derrière, c'est le fils de. Et en passant, j'ai lu Guillaume matricule le livre quand j'ai lu là. Et quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, est-ce que c'est bien matricule quand j'ai lu? Et j'ai dit certainement, je vais retrouver mon passé dans ce livre, le passé de mes parents esclaves. Je propose qu'on donne la parole à M. Christian Lombard qui est là, qui a fait ce livre-là. Matricule 516, Guillaume. J'ai écrit ce livre, Guillaume, matricule 516, avec l'esprit de partager ma réponse au questionnement qui m'en a lié au sorti. Donc, après avoir donc fait des recherches, on s'est dit, bon, mais ma foi, on pourrait bien mettre ça sous forme de livre. Et c'est comme ça. Alors, c'est ce sentiment de partage et de dire aux autres, aux personnes qui n'ont pas encore fait leur arbre généalogique, que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est peut-être particulier à moi. On a le sentiment d'être libéré de quelque chose en cherchant de qui on est le fils, en cherchant d'où il vient. Et quand je vois né en Afrique, ça m'interpelle. En tout cas, merci à vous de votre écoute et de votre bienveillance.